Yep tout le monde, c'est Kevin Dale, la team Red Ribbon TCG. On se trouve aujourd'hui pour l'analyse du deck qui, je pense, sera sans aucun doute le deck le plus présent au CDF. Il s'agit de Shenron slash Polonga Ramp. J'ai décidé de joindre ces deux leaders pour faire une même analyse de deck, puisque au final, le changement du leader change très peu. Déjà de 1 à la DL elle-même, qui souvent sera quasiment la même. Et au final, c'est plutôt une question de préférence et les points forts et points faibles de chaque leader sont un peu différents. Mais du coup, nous sommes tout de suite partis pour l'analyse de ces decks et on va commencer par vous présenter du coup le but du deck. Euh, pour ceux qui connaissent déjà le deck, c'est quasiment la même chose que Shenron Gogeta anciennement, sauf que pourquoi on l'appelle plus Shenron Gogeta, mais maintenant on l'appelle Shenron ou voire Polunga Ramp, puisque avant le deck était quand même fortement axé autour de Gogeta, avec des matériaux pour faire l'union-fusion, etc. Maintenant le deck s'est clairement orienté de façon à ramp le plus vite possible. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ramp ça consiste simplement à via des cartes dans le deck, des cartes extra ou des cartes de combat, telles que Objection, le Beast Drop 4 ou le Trunks, le nouveau Trunks, le BT7 Drop 6, à accélérer vos énergies. C'est-à-dire que cette carte-là va avoir pour effet de mettre des cartes de votre main ou de votre deck en énergie pour que à votre tour 4 vous puissiez atteindre cette énergie ou à votre tour 5 vous puissiez dépasser l'8 énergie. Du coup, votre but dans le deck, ce sera clairement de ramp le plus rapidement possible jusqu'à avoir 7 ou 8 énergies. Comme j'ai dit, avec une sortie quasiment plutôt correcte, vous pourrez faire ça à votre tour 4, tour 5 sans grande difficulté. Je pense que avec le match-up que j'ai pu faire, tous les trainings que j'ai pu faire, un joueur Shenron qui arrive à 7 énergies au tour 4, c'est normal, et un Shenron qui arrive à 8 énergies au tour 4, c'est possible. Et du coup, pourquoi est-ce que vous allez faire ça? Simplement parce que vous avez une carte incroyable qui, excusez-moi, rend à elle seule, je pense, viable tous ces decks Shenron, c'est World Peace. World Peace qui dit, pour ceux qui ne connaissent pas, qui coûte 4 déjà, et vous pouvez choisir dans votre zone de dispersion une carte de combat avec un coût inférieur ou égal à vos nombres d'énergie et la jouer. C'est-à-dire que pour 4, vous allez pouvoir jouer un Gogeta 7 si vous avez assez d'énergie, un Kaioken ou un Victory Strike si vous avez 8 énergie. Et votre plan de jeu, c'est simplement ça. C'est ramp le plus rapidement possible pour que tour 4 ou tour 5, vous puissiez sortir ces grosses cartes-là pour ainsi limite one-shot votre adversaire en un tour ou même avec une attaque si vous jouez Victory Strike. L'extension nécessaire, en fait, je n'ai rien mis parce que c'est une des raisons, je pense aussi, pourquoi le deck est beaucoup joué, outre sa stabilité, sa puissance, c'est que il a reçu très peu de modifications depuis les anciennes extensions, et du coup la BT7, à part rajouter, je pense, les Kaioken et les Trunks BT6, ne rajoute rien d'autre à ma connaissance, ou peut-être quelques petites communes, mais en tout cas, voilà, c'est un deck qui pour les anciens joueurs qui avaient déjà quasiment toutes les cartes, coûte très cher, coûte le lapsus qui ne donne aucun sens à ma phrase. Pour les anciens joueurs qui avaient déjà quasiment toutes les cartes, cette nouvelle version coûte pas cher du tout. Et du coup, excusez-moi, oui, en parlant des extensions, vous allez simplement rajouter des cartes achetées à l'unité dans votre deck. Du coup, au final, vous allez chercher des cartes dans quasiment toutes les extensions, de la BT1 à la BT7, en passant par la TB1 et la TB3, et des quelques promos. Du coup, voilà. Je vais pas m'attarder plus sur ça, et on va tout de suite enchaîner avec les points forts du deck, chose qui intéresse sans doute beaucoup de gens. Le premier point fort qui ne surprendra personne, c'est simplement le CA incroyable du leader en early. C'est-à-dire que il faut s'en rendre compte qu'en non éveillé, chaque tour, vous allez piocher deux cartes via l'effet de votre leader, deux cartes en moyenne, puisque du coup vous allez incliner votre leader, vous allez chercher deux Dragon Ball dans votre point de vie haut dans votre deck, et ces Dragon Ball qui vont soit vous faire piocher un, du coup vont se remplacer elles seules, et du coup vous aurez fait un plus 2 en main, soit ok vous allez jouer une One Star Ball, du coup vous allez faire uniquement avec cette One Star Ball un 0 en main,
mais, euh, mais votre adversaire lui aussi va se faire un -1. Vous allez faire un. Oui, non. Théoriquement, quand vous jouez la One Star Ball, vous faites un -1 en main, mais vu que vous allez aller chercher avec l'effet du leader, vous allez faire un 0. Et vous avez après la Super Dragon Ball qui, elle, va vous faire piocher 4 cartes et défausser 2. Du coup, au final, si vous allez chercher avec l'effet de leader, ça vous fera un +2 quand même. Et c'est grâce à ça notamment que le leader Shenron en early, au tour 3, vous n'allez pas comprendre, mais vous allez se retrouver avec 10 cartes en main. Autre point fort du deck qui joint aussi un peu l'analyse deck que j'avais fait sur Toa et que vous allez voir, je vais vous expliquer aussi encore une fois pourquoi c'est un point faible. Mais un des points forts, c'est que la capacité éveil, du coup, là pour le coup, c'est la capacité Wish qui est indépendante du nombre de points de vie. C'est-à-dire contre certains match-up qui ne vont pas vous agresser, qui vont essayer de vous temporiser, vous allez pouvoir vous éveiller quand vous voulez. Et que vous soyez à 4 points de vie, à 1 point de vie ou à 8 points de vie. Vous pourrez simplement vous éveiller, du coup, pas vous éveiller, mais effectuer votre capacité Wish. Et si vous arrivez à sortir, à utiliser cette capacité Wish tour 2, bah, vous vous retrouvez avec un leader à 15 000 qui en plus a un effet qui aura toujours pour effet de vous faire piocher, et à partir de tour 4 vous pourrez jouer vos World Peace gratuitement. Euh, et du coup vous aurez clairement un leader qui aura des effets très intéressants également en éveillé. Le prochain point fort, c'est que le deck est sandbox, notamment grâce à World Peace. Sandbox, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous pouvez jouer des cartes de n'importe quelle couleur dans le deck, puisque notamment tout à l'heure je vous ai parlé de Gogeta Dropset qui est du coup une carte bleue, je vous ai parlé de Kaioken qui est une carte vert rouge, et je vous ai parlé de Virtua Strike qui est une carte verte, je crois. Oui, verte. Vous allez aussi peut-être jouer d'autres cartes d'autres couleurs. Et au final, vous vous en foutez de la couleur de vos grosses cartes, puisque vous n'allez jamais les hardcast, vous n'allez jamais les jouer en payant leur coût, ou alors très rarement, je pense. Mais vous allez tout le temps les jouer via World Peace, et du coup, vous en foutez de la couleur, puisque World Peace, comme dit, fait uniquement attention au coût énergie de la carte et pas à la couleur. Prochain point fort, c'est que quand le leader est éveillé, je vous ai déjà dit que vous pouvez piocher une carte via l'effet, vous pouvez faire son Very Team en fonction de ce que ce soit Shenron ou Polonga. Vous pouvez du coup, avec Shenron, vous allez pouvoir donner triple strike à triple strike, tri-offensif pour le dire en français, à une de vos battle cards. Et avec le leader Polonga, vous allez pouvoir faire un World Peace, on va dire, gratuitement. Et en World Peace d'ailleurs, sans payer la carte, mais c'est juste l'effet de votre leader, c'est entre guillemets un World Peace. Et la capacité qui est vraiment intéressante, et c'est pourquoi les leaders Shenron sont complètement broken, je pense, d'après moi, c'est que vous pouvez simplement jouer un vœu gratuitement une fois par tour. Et du coup, le fait que vous jouez un vœu gratuitement, vous allez souvent jouer un World Peace gratuitement, World Peace qui coûte, je vous rappelle, 4 d'énergie, et vous n'allez absolument pas payer son coût. Du coup, vous allez ainsi, avec votre leader, jouer un World Peace sans payer le coût. Une carte qui coûte peut-être 4 d'énergie, je vous rappelle, et qui va vous aller chercher peut-être un Gogeta Dropset, un Kaioken, un Victory Strike. Ensuite, vous allez pouvoir, avec vos énergies, payer un deuxième World Peace pour 4, qui lui aussi va chercher une de ces cartes. Et si vous avez 8 d'énergie, par exemple, vous pouvez en jouer un troisième. Et vous vous rendez compte, sans aucun doute, l'absurdité que cela entraîne. Et du coup, le dernier point fort, c'est à partir du tour 4 et je pense quasiment assurément du tour 5, vous gagnez la game. C'est peut-être un peu trop de dire ça, mais à partir de tour 4 et votre tour 5 aussi, vous allez simplement aller chercher de telles grosses cartes que votre adversaire aura simplement beaucoup de mal à survivre à ces tours-là. Passons maintenant, sans plus tarder, au point faible du deck. Ce sera étonnant pour personne que le plus grand point faible des decks Shenron, des decks Wish en globalité, et aussi du leader Shenron et du leader Polonga, c'est qu'ils sont extrêmement sensibles à l'aggro. Pour illustrer ça, c'est très simple. Du coup,
la mécanique Wish, excusez-moi, est arrivée en BT5 avec notamment le leader Shenron Miraculous Revival qui était pendant un certain moment le seul leader Wish joué et il a toujours été joué et le seul moment où il n'a pas été joué aux États-Unis en tout cas, c'était quand il y avait un autre leader Wish qui était très populaire. Il s'agissait de Super Shadow Storm. Super Shadow Storm, qui du coup était un deck Storm du coup très agressif. Et c'est le seul moment dans le jeu depuis sa sortie où le leader Miraculous Revival Shenron n'était pas joué. Du coup, ça illustre bien à quel point ce deck est vraiment extrêmement sensible à l'aggro. Et dès qu'il y a beaucoup de decks aggro joués, bah, le deck peine un petit peu. Et ça vient du fait que la capacité éveil, comme j'ai dit tout à l'heure, est indépendante du nombre de points de vie. C'est-à-dire que, ok, pendant certaines games, vous allez vous éveiller, vous allez avoir vos 7 Dragon Ball autour de dans votre zone de dispersion, ce qui est possible, on va le dire. Et vous allez du coup vous éveiller, vous allez vous retrouver avec un leader à 15 000 qui en plus peut piocher et tout est bon. Cependant, il y aura d'autres games où vous allez peut-être pas forcément brick, mais juste vous éveiller un peu plus tard, vous allez vous éveiller au tour 3, ce qui est en soi une chose correcte. Mais justement, tant que vous ne serez pas éveillé, tant que vous n'aurez pas vos 7 Dragon Ball en zone de dispersion, votre leader sera simplement un leader à 10 000. Et qui dit leader à 10 000 dit beaucoup plus susceptible à l'agression, du coup, à des decks comme U6 notamment. U6 qui est actuellement présenté comme un des contres de Shenron. Parce que simplement, il va, avec notamment, surtout avec le leader Kaba U6, qui est un poil plus explosif que Broly, va pouvoir vous agresser à son tour 2 et vous sortir énormément d'attaques à 20 000, 25, 30 000 peut-être. Et vous allez devoir vous défendre avec un leader à 10 000. Du coup, ce sera sans surprise très compliqué pour vous. Si en plus c'est votre adversaire qui commence, du coup à votre tour 2, lui, il va à son tour 3, vous aurez 2 énergies. Ce sera compliqué pour vous peut-être de vous défendre. Et chose qui n'arrange pas assez là, c'est que le leader n'attaque pas. Sinon ce serait trop fort aussi. Vu que ce leader a déjà beaucoup pour lui, il ne peut pas attaquer, que ce soit Shenron ou Polonga, qu'il soit en éveillé ou non, ils ne peuvent pas attaquer et du coup vous ne pouvez pas compter sur votre leader pour gérer les battles adverses. Du coup, une fois que son adversaire aura installé un board, ce sera dur pour vous d'aller le contest. En tout cas, vos seules possibilités, ce sera de reset le board avec un Polonga ou un Gogeta Drop 5, mais vous ne pourrez pas compter sur votre leader pour aller taper ces battles. Et le dernier point faible, qui est une des choses qui fait beaucoup parler aussi, et qui fait beaucoup peur à tous les joueurs Shenron notamment, c'est la variance très élevée du deck. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y aura des games où vous allez avoir une main incroyable, vous allez avoir tous vos objets pour ramp, tous vos types pour ramp, vous allez vous éveiller tour 2 ou alors tour 3 si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas de vous éveiller tour 2, vous pouvez essayer de le retarder à tour 3 en fonction du match-up. Et tour 4, vous allez du coup avoir 7 voire 8 d'énergie, vous allez avoir Victory Strike en drop, vous allez l'avoir Peace et vous allez gagner sans aucune difficulté. Ça c'est le cas idéal. Cependant, il y aura d'autres games où ce sera totalement l'opposé. On connaît tous, je pense, une personne autour de nous qui a une malchance incroyable avec les Dragon Ball. Chez nous, c'est Rémi, sans surprise, qui, vous ne savez pas pourquoi, il défie toutes les probabilités et il aura certaines games 4 Dragon Ball, 5 Dragon Ball en point de vie. Et vous vous en doutez que face à des decks agressifs qui sont déjà un mauvais match-up pour Shenron, si en plus vous vous trouvez avec beaucoup de Dragon Ball en point de vie, la game peut quasiment être auto-lose à partir de ce point-là. Et à côté de ça, sans parler du fait que vous pourrez avoir des Dragon Ball ou non dans les points de vie, vous jouez dans un deck Shenron environ 50% des cartes extra. C'est-à-dire que la moitié de vos cartes dans votre deck, la moitié de vos 50 cartes seront des cartes extra. Des cartes extra qui peuvent être intéressantes bien sûr, sauf que quand vous vous retrouvez avec une main pleine d'extra, c'est pas forcément ça qui va vous faire survivre contre un U6, contre un deck pan très aggro.
Et c'est surtout ça aussi un des problèmes du deck, c'est que certes, vous allez parfois faire des games incroyables, mais d'autres games, vous allez juste pas jouer et vous allez juste perdre parce que votre deck a décidé de sortir de la mauvaise façon. Puisque certes, avoir des Senzu en main, c'est bien pour se défendre, avoir des Negate en main, c'est bien pour se défendre, mais c'est pas forcément ça qui vous fera survivre. Si en plus vous vous retrouvez avec 4 World Peace, c'est bien pendant votre tour, mais pendant votre tour adverse, World Peace c'est simplement une carte morte. Vous avez aussi les Dragon Ball que vous ne pouvez pas jouer, les Dragon Radar qui eux aussi peuvent empiétiner, les objections. Voilà, vous voyez bien le truc, et ça peut vite s'accumuler, et du coup, parfois, quand vous jouez contre Shenron, vous allez voir qu'il a 10 cartes en main, mais c'est dur, toujours dur de juger. Quand vous jouez aggro contre Shenron, c'est toujours dur de juger votre potentiel de kill, parce que si ça se trouve, dans ces 10 cartes, il va avoir 2 boutons de Zeno, il va avoir 2 Senzu et que des 10k, du coup, il aura un énorme potentiel de combo. Mais si ça se trouve, il va avoir 4 World Peace, 2 Dragon Radar et je ne sais pas, euh, 3 Senzu, mais il sera full tap, et du coup, au final, il aura peut-être que 2 5k dans sa main pour se défendre. Et du coup, voilà. Et du coup, voilà, il y a le gros potentiel de Brick et simplement les Dragon Ball en PV. Je vois quand même, comment dire, il faut quand même comprendre qu'il y a il y a une différence entre avoir de la malchance et avoir 3 4 5 Dragon Ball en PV, et il y a une différence entre avec aussi le fait d'avoir une Dragon Ball en PV. Sachez que, imaginons vous êtes dans une game normale, vous faites votre mulligan, les joueurs Shenron vont souvent quand même avoir tendance à garder peut-être une Dragon Ball en main de départ. Du coup, imaginez vous avez une Dragon Ball dans vos 6 cartes de main de départ. Quand vous mettez vos PV, sachez que vous avez euh, plus de 70% de chances d'avoir au moins une Dragon Ball en point de vie. Et à partir de là, je vois beaucoup de joueurs Shenron qui s'offusquent dès qu'ils ont des Dragon Ball dans le PV, mais sachez que c'est quasiment normal d'en avoir au moins une. Maintenant, oui, comme dit, il y a des joueurs qui ont plus de malchance que d'autres sur ça, et je comprends qu'avoir 4 ou 5 Dragon Ball en point de vie, ça peut vraiment devenir frustrant, mais voilà. Essayez toujours de relativiser ce point en vous disant que si vous avez seulement une Dragon Ball en point de vie, vous pouvez déjà être content. Si vous n'avez pas, c'est vraiment que vous avez de la chance. Et bon, voilà. Bon, continuons parce que je pense que je me suis assez attardé sur ce point. Continuons du coup avec les cartes clés. Autant vous dire que à un moment, il y avait beaucoup de cartes clés que je voulais mettre. À un autre moment, je voulais seulement en mettre une. Je pense que vous voyez bien déjà la carte du milieu que c'est celle dont je veux parler. Mais bon, commençons du coup par celle qui est tout à gauche, qui est le Wistrop 4. Le Wistrop 4 est un des gros changements de ce deck Shenron slash Polongaron par rapport à Shenron Gogeta, puisque avant dans Shenron Gogeta vous jouez déjà, voilà, voilà, il y avait déjà aussi des objections dans votre deck qui vous servaient à rampe. Cependant, dans un deck qui est vraiment construit que autour de la rampe, les objections ne suffisent pas. Et du coup, c'est notamment Anthony Hernandez, il faut quand même rendre à César ce qui est César, qui a eu l'idée de rajouter les 8 Trop 4, et les 8 Trop 4 qui sont joués du coup en x3 voire x4, et qui eux vraiment vont combler ce manque de rampe que nous laissent des fois les objections, et du coup avec les 8 c'est vraiment ça qui va notamment vous permettre d'aller chercher les 7 d'énergie à votre tour 4, puisque voilà, imaginez à votre tour 3, vous avez du coup 3 énergies, vous allez jouer une première objection, vous allez passer à 4 d'énergie, et ensuite vous allez peut-être jouer une deuxième objection qui va vous passer à 5 d'énergie, puis vous allez World Peace 1 ou Wistrop 4 qui va lui vous rajouter une énergie, et du coup, à la fin de votre tour 3, vous serez du coup à 6 d'énergie, et au début de votre prochain tour, vous pourrez mettre votre 7ème énergie. Passons du coup à la carte centrale qui est, comme dit, la carte clé du deck. C'est vraiment, s'il y avait une carte à choisir, c'est celle-ci. C'est la carte Broken de Shenron. C'est la carte que beaucoup pensent devrait avoir des changements, soit être ban, soit errata, soit limité. Mais il s'agit bien sûr de World Peace. World Peace qui, je vous l'ai déjà dit, mais je vous rappelle, vous pouvez déjà seulement le jouer si... comment dire, pendant votre activation
elle a comme effet activation principale. Si votre leader est Shenron, vous choisissez une carte de combat dans votre zone de dispersion avec une énergie inférieure ou égale à votre nombre d'énergie et vous la jouez. Et du coup, vous allez pouvoir jouer des Kaioken qui se trouvent juste à côté, des Gauche Drop 7 et des Victory Strike, ou encore des Beerus BT1 ou des Trunks Drop 6 ou des Whis même, pour 4. Et autant vous dire que je pense que je vous ai déjà assez expliqué pourquoi cette carte est simplement broken. Et à côté de ça, vous avez le nouveau Big Boss de DBS, le nouveau Big Boss qui est arrivé avec la BT7, ce qui est peut-être l'unique Big Boss arrivé avec la BT7, qui est Kaioken. Kaioken, pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est une carte assez récente, elle a du coup de déflexion, flux d'énergie parce que c'est une carte bicolore, mais ça on s'en fout parce qu'on va jamais la charge. Ou en tout cas, peut-être s'il n'y en a rien d'autre en main, mais ce sera très rarement le cas. Son effet permanent, on s'en fout parce qu'on va jamais l'utiliser dans Shenron ou pour Langa Ramp. Et son auto, on va déjà commencer par son activation principale qui vous dit que vous prenez un point de vie et vous pouvez le faire autant de fois que ce n'est pas once per turn, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez pendant votre tour. Vous prenez un point de vie, votre adversaire vous révèle sa main et vous choisissez une carte, n'importe laquelle, et vous la mettez dans sa zone de dispersion. Et comme si ça ne suffisait pas encore, pour chaque fois que vous le faites, votre Kaioken va gagner 25 000 de puissance. C'est-à-dire que vous le faites une fois, il passe déjà dans une carte de combat à 25 000 à 50 000 de puissance. Et ça, c'est seulement si vous le faites une fois. Si vous le faites 3 fois, vous êtes déjà avec une carte de combat à 100 000. Une carte de combat à 100 000, il faut déjà aller pour la out combo. Et chose qui est très intéressante et qui rend la carte encore plus broken, c'est son auto qui dit quand votre total de points de vie atteint 1, pour toute la durée du tour, votre carte acquiert triple frappe et réplique. Et en plus, ça, il y a, je pense, beaucoup de gens qui ne le savent pas, la carte ne peut pas être mise KO par les capacités adverses pendant toute la durée du tour également. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait beaucoup de gens qui parlaient de la nouvelle Towa Drop 2 Counterplay, la BT7, comme quoi, oui, au final sur un Kaioken, il suffisait juste de jouer cette carte et de bloquer pour tuer les Kaioken. La Toa qui a Revenge d'ailleurs, c'est un bloqueur Revenge, c'est intéressant de le noter. Sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que Kaioken ne peut pas être mis KO par les capacités adverses pendant toute la durée du tour. Et Revenge, c'est une capacité. Du coup, voilà, Kaioken qui est clairement un des big boss de la BT7, c'est le big boss de la BT7 et il a toute sa place dans ce deck Shenron Polongaran qui est construit uniquement de grosses cartes. Passons maintenant à une decklist. J'ai pris une decklist d'un joueur US qui, je crois qu'il a fait premier ou deuxième lors d'un LCQ, un Last Chance Qualifier. Du coup, à la gauche, j'ai mis du coup les deux leaders, puisqu'au final, cette decklist a été jouée avec le leader Polonga, mais vous pouvez tout aussi bien la jouer avec Shenron. La différence actuellement entre Shenron et Polonga, je pense, en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent à tendre vers le leader Polonga parce qu'il le trouve un peu plus stable. Et c'est vrai, puisque du coup, avec leader Polonga, vous avez moins besoin de World Peace en main et ça va, contre certains match-ups, pouvoir vous permettre de. Excusez-moi, je trouve pas mes mots. Ça va permettre de sortir plus de créatures, puisque quand vous êtes à 8 d'énergie, du coup, au lieu de devoir avoir 3 World Peace en main pour pouvoir sortir 3 Big Boss, il en suffit de 2, puisque du coup, vous allez pouvoir payer 2 World Peace pour 4, du coup, 8 d'énergie, sortir 2 gros Big Boss, et après, vous allez pouvoir faire l'effet ultime de votre Polonga pour ramener une autre carte. Et aussi, ça va pouvoir vous sortir de certaines situations où peut-être il y a des games où vous n'allez pas avoir assez de World Peace, etc. Du coup, moi, mon avis personnel, qui n'est peut-être pas bon ou pas le meilleur, d'après moi, Polonga est, je pense, un peu meilleur contre les match-ups un peu plus lents. C'est-à-dire qu'en mirror, je pense que Polonga est meilleur que Shenron, et contre les decks comme Shenron ou peut-être même Towa, comme Geneba, excusez-moi, et Towa, je pense que Polonga est un peu meilleur. Cependant, Shenron est
peu plus intéressant peut-être contre les match-ups aggro, puisque vous n'avez du coup pas besoin d'attendre jusqu'à votre tour 7 pour jouer d'ailleurs, puisque vous pouvez du coup, dès que vous avez 5 d'énergie, sortir un gauche à drop 5, lui donner triple frappe, et ça pourra déjà aller vous chercher certaines games. Mais bon, c'est très théorique. Je pense aussi actuellement que dans la méta, pour le est peut-être un peu supérieur à Shenron, mais c'est surtout une question de goût, une question d'envie, et peut-être une question de net deck aussi, on ne sait pas. Mais du coup, la decklist, on va déjà commencer par toutes les cartes extra. Les Dragon Ball, actuellement, il se fait un moment qu'il y a tout le monde qui joue 5 Dragon Ball, une One Star et 2 Super Dragon Ball. À la base, le Super Dragon Ball est très intéressante pour cycler votre deck, pour aller chercher les cartes que vous avez besoin, et aussi placer facilement vos cartes, vos big boss en zone de dispersion, parce qu'au final pour les One Piece il faut qu'elles soient en zone de dispersion. Et à la base, la One Star Ball était, jouée principalement pour contre des match-ups où vous voulez vous réveiller rapidement, ou alors contre des match-ups où vous voulez pas forcément beaucoup piocher. Je parle bien sûr de Janemba, pouvoir défausser votre Super Dragon Ball avec la One Star Ball. Actuellement, ce n'est plus vraiment beaucoup fait, et du coup, certains peuvent contester la place de One Star Ball dans ce deck, mais voilà, beaucoup de joueurs le laissent encore, peut-être par une question d'habitude ou par manque de réflexion, mais sachez que ça c'est un truc où ça peut être, c'est discutable. Ensuite, 4 World Peace, c'est, je pense, obligatoire dans le deck. 2 Dragon Radar qui peuvent du coup vous permettre de piocher ou alors d'aller chercher la World Peace dans votre zone de dispersion. Les 4 objections sont obligatoires. Les 4 Wish Coercion, ouais, il y en a des gens qui jouent 3, il y en a des gens qui jouent 4. Il y a des gens qui jouent pas les Wish Coercion mais qui jouent les Power Burst, les Naked noirs. Ça, c'est une question personnelle aussi. Les 4 Senzu qui sont extrêmement forts contre la Go, et un ajout qui a été fait et qui est très intéressant dans le deck, c'est les boutons Zeno. Puisqu'au final, un des problèmes qu'avait notamment le deck face à de l'aggro, c'est que vous voyez que vous avez très peu de cartes de puissance de combo gratuits. C'est-à-dire que vous avez du coup là, dans cette decklist, vous avez seulement 4 cartes qui ont un coût de 0 et 5000 de combo, et vous avez vos super combos qui ont du coup un coût de 0 et 10 000 de combo. Et le reste, c'est que des cartes à 1 de combo, à 1 de coût en combo. Et cependant, pour vous défendre, vous avez souvent tendance pendant vos tours, vous avez souvent tendance à optimiser vraiment votre énergie pour essayer de ramper le plus rapidement possible. Et du coup, pendant le tour adverse, vous vous retrouvez souvent avec très peu d'énergie. Et vraiment, les Zeno Button dans un deck qui est à moitié bleu va vraiment pouvoir vous aider extrêmement contre des match-ups tels que U6 à du coup avoir facilement accès à plus de combos. Autre carte un peu tech, c'est du coup les Kai de la BT7, BT5, excusez-moi, le Trop 1, qui du coup leur seul effet est notamment contre U6. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup U6 qui va jouer les Caulifla et les Kale Trop 2 et Trop 1, et ensuite il va combo avec ces Caulifla Kale Trop 4 pour pouvoir ensuite les evolve sur ces Trop 2 Trop 1. Mais pour ça il faut qu'il combo avec, et ce sera après le calcul des TK et après le combat que les Trop 4 vont evolve. Et du coup le Kai il sert juste à combo avec pour déjà souvent vous aider à survivre, à passer l'attaque, puisque du coup imaginons le leader adverse attaque avec 15 000 sur votre leader qui a lui 15 000, il va combo avec une Caulifla, imaginons, qui coûte du coup 1 qui va le passer à 25 000 du coup au total, et vous allez combo avec ces cas, du coup vous allez passer déjà à 20 000 au total, et vous allez pouvoir choisir une carte adverse dans la zone de combo adverse et la remonter dans sa main. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remonter sa Caulifla dans la main adverse. Du coup, il va descendre à 15 000 en total, et vous serez du coup à 20 000. Du coup, vous aurez déjà de 1 encaissé l'attaque, et de 2 sa Caulifla ne sera plus en zone de combo. Du coup, après l'attaque, elle ne va plus s'évoluer, et du coup, il faudra qu'il attaque à nouveau pour pouvoir sortir sa Caulifla. Honnêtement, cette carte est, je pense, quand même fortement surestimée par beaucoup de personnes, mais elle reste intéressante.
Mais voilà, je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent que cette carte facilite énormément le match-up U6, mais faut vous rappeler que au final, U6, ces cartes coûtent 0 en combo, du coup, la seule chose que ça vous fera gagner, c'est peut-être une attaque de plus à encaisser. Mais le joueur U6, ce qu'il va faire, c'est il va simplement attaquer avec une autre carte, et du coup, combo avec ses caulifla à ce moment-là. Sachant que les bons joueurs caulifla, ils auront toujours une certaine réserve d'attaque quand il faut en faire des evolves. Au début de la sortie d'extension, on voyait beaucoup de joueurs U6 qui faisaient toutes ces attaques et après, comment dire, ils faisaient une attaque et si celle-ci se faisait contrer, bah, ils avaient plus d'autres attaques disponibles pour faire evolve ces caulifla. Maintenant, on voit déjà beaucoup plus de réflexion de part des joueurs U6 qui du coup essaient toujours de garder au moins une voire deux attaques en réserve pour, si jamais leur attaque se fait contrer, avoir d'autres attaques sur lesquelles ils peuvent utiliser ces kills et ces caulifla en combo pour les faire evolve. Bon, du coup voilà, ça c'est une idée de decklist. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien des best decks de ces decklists dans la description. Mais voilà, ça vous donnera une petite idée de comment build le deck. Après, ce sera libre à vous de faire des changements si vous le voulez. Passons maintenant au plan de jeu. J'avais pas fait ce slide pour Janaba et Alain aussi ne l'avait pas fait pour Pan, puisque c'était au final des decks qui n'avaient pas vraiment de plan de jeu fixe, mais devaient un peu s'adapter au deck adverse et aux joueurs adverses. Mais Shenron comme Towa, c'est un deck qui se prête très bien à cette formalité. Et du coup, voilà. Le plan de jeu, c'est simple. En mulligan, vous allez en priorité garder vos objections. Vos objections, si vous avez assez d'objections, vous allez aussi pouvoir garder des Whis ou peut-être des World Peace si vous en avez besoin. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les joueurs Shenron ont souvent tendance à garder au moins une Dragon Ball en main de départ, s'ils en ont. Puisque du coup, vous avez 7 Dragon Ball dans votre deck, votre leader en non éveillé va en chercher 2 par tour. Et du coup, si vous en avez une en main de départ, ça ne vous reste plus que 6 Dragon Ball à chercher dans votre deck. Et le calcul est vite fait pour que du coup, à votre tour 3, vous puissiez vous éveiller. Et je pense que c'est quand même pas très intéressant. En fonction du match-up, ce n'est pas toujours intéressant de garder plus de une Dragon Ball, puisqu'au final, le fait d'aller chercher votre Dragon Ball dans votre deck, vous fait quand même plus 2 de CA. Ça vous fait un plus 2, alors que en éveillé, surtout si vous vous éveillez très tôt, vous n'allez simplement faire que un plus 1. Et c'est certes, contre des match-ups très aggro, vous allez peut-être garder le maximum de Dragon Ball. Contre des match-ups un peu plus lents, tels que, je sais pas, Towa notamment, Towa, c'est très important de vous faire du CA, du créer des CA pour survivre à ces Mira. Contre Towa notamment, vous allez peut-être préférer garder les 6 Dragon Ball dans votre deck ou votre point de vie pour aller chercher du CA positif. À votre tour 1, quasiment à toutes les games, vous allez simplement du coup charge, vous allez faire l'effet de votre leader, vous allez aller chercher la One Star Ball si vous ne l'avez pas en main, et vous allez simplement jouer votre One Star accompagné des autres Dragon Ball que vous avez en main pour simplement déjà avancer dans votre capacité Wish. À votre tour 2 et 3, vous avez le choix. À votre tour 2, notamment, vous avez le choix entre soit aller chercher votre Super Dragon Ball dans votre deck et la jouer pour faire du CA, pour vous rapprocher de votre capacité Wish, etc. Ou alors vous allez à votre tour 2 la possibilité de jouer une objection. Les deux plans de jeu sont viables, ça dépend notamment du deck en face. Si le deck en face est aggro et que vous voulez à tout prix vous éveiller, notamment si le fait de jouer la Super Dragon Ball vous permet de vous éveiller contre un match-up aggro, c'est clairement intéressant de le faire en prio à une objection. Autrement, une objection ça reste intéressant puisque ça va vous accélérer votre tour pour la suite de la game, et aussi ça vous laissera quand même une énergie open. À votre tour, ensuite vous allez faire la même chose quasiment. Vous allez du coup objection, vous allez jouer votre Super Dragon Ball si vous ne l'avez pas fait au tour d'avant, et vous allez jouer World Peace, vos Whis, pour essayer d'atteindre déjà dès votre tour 3 les 5 ou 6 d'énergie.
Et ensuite, à partir du tour 4, c'est vraiment là où le deck atteint son paroxysme. C'est à partir de là que vous allez simplement jouer vos World Peace sans réflexion et jouer des Ghost Drop Set, des Kaioken, des Victory Strike, des Beerus Drop Set, des ce que vous voulez. Et du coup, voilà. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo sur comment contrer le deck. Comment contrer le deck comme d'hab, ça dépend beaucoup du deck que vous jouez. C'est sûr que si vous jouez U6 ou que vous jouez Janemba, vous n'allez pas pouvoir jouer de la même façon face à Shenron. Mais je vous laisse en tout cas ici quelques idées qui pourront peut-être vous aider face à match-up. Le premier est sans surprise le fait qu'il faut agresser le plus possible. Je vous ai dit tout au long de la vidéo que le deck Shenron au Polonga a énormément de mal face au deck aggro, et du coup vous allez surtout vouloir profiter du fait que il ne peut pas s'éveiller tant qu'il n'a pas laissé cette Dragon Ball en point de vie. Du coup, si à la fin de son tour 2 il ne s'est pas éveillé, sachez que vous avez vraiment une fenêtre d'ouverture immense où vous allez pouvoir l'agresser le plus possible et lui devra se défendre avec un leader à 10 000. Et à côté de ça, même s'il s'éveille à 15 000, ça reste toujours intéressant de le rush, puisqu'au final, il n'y a pas de deck qui peut contest Shenron Polonga Ramp en late game. Vous allez jamais pouvoir sortir les cartes que lui sort pour aussi peu d'énergie. Déjà parce que vous en aurez beaucoup moins, et après parce que vous n'avez pas accès à World Peace. Et du coup, vous devez vraiment... En early game, c'est vraiment votre moment de jouer. C'est vraiment là où vous devez entrer en action. Et le fait de vous le baisser en point de vie, déjà ça vous rapproche du kill. Et à partir du moment où vous le passez à 1 point de vie, même si vous ne pouvez pas le finir ce tour là, le fait qu'il soit à 1 point de vie, déjà ça implique qu'il ne peut pas jouer de Gogeta Drop Set, et il peut jouer des Kaioken, mais ces Kaioken n'auront pas d'effet, puisque je vous rappelle, l'auto du Kaioken ne se résout uniquement si vous passez à 1 point de vie quand il est sur le tour où il est sur la zone de combat. C'est-à-dire que un Kaioken qui arrive au moment où vous avez déjà 1 point de vie ne servira à rien. Ça sera littéralement une carte de combat vanilla. Et du coup, voilà, essayez vraiment de l'agresser le plus possible, essayez d'aller chercher le kill avant son tour 4, généralement, parce que c'est là où il pourra déjà sortir ses grosses batailles. Et si vous n'arrivez pas à le tuer, essayez quand même de le passer à 1 point de vie si c'est faisable, parce que c'est vraiment là aussi que réside une de ses faiblesses. Les deux prochains points sont un peu à prendre avec des pincettes. Je vous expliquerai pourquoi, parce que notamment déjà le premier point qui est de contrôler la zone de dispersion adverse. Vous savez déjà du coup que le grand point fort du deck Shenron au Polonga Ramp réside dans le fait qu'il a accès à World Peace. World Peace qui du coup va chercher des cartes de combat dans la zone de dispersion. Sauf que pour pouvoir jouer World Peace et pour pouvoir jouer les cartes de combat qui intéressent, il faut que ces dites cartes de combat soient dans sa zone de dispersion. Et du coup, c'est pour ça que vous allez pouvoir contrôler la zone de dispersion adverse en remettant les cartes de la zone de dispersion adverse dans son deck. Pour ça, vous avez notamment le roi Enma qui dit, du coup, c'est un drop 2 de la BT5 qui dit du coup que quand vous jouez cette carte, vous pouvez choisir 2 cartes de combat non noires. Faites attention à ça, depuis la zone de dispersion de votre adversaire, et les placer au-dessous de son deck dans l'ordre de votre choix. Et si vous faites ainsi, vous piochez une carte. J'ai vu aussi récemment des discussions sur le groupe Facebook FR sur cette carte, puisque certaines personnes ne comprennent pas très bien qu'est-ce qu'ils ont le droit et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Du coup, je vais essayer de vous éclaircir aussi un peu là-dessus. Roi Enma, déjà, il dit que vous pouvez choisir 2 cartes de combat non noires, attention, et les remettre en dessous du deck adverse. Et si vous le faites, vous piochez une carte de combat. La première chose à faire attention, c'est du coup, vous êtes obligé de choisir 2 cartes de combat non noires. Si il y a 2 cartes de combat non noires ou plus dans la zone de dispersion adverse, vous êtes obligé d'en remettre 2. Cependant, et ça c'est quelque chose qui peut paraître difficile à comprendre pour certains, cependant, si votre adversaire n'a qu'une seule carte de combat non noire dans la zone de dispersion, vous pouvez la remettre. Parce que même si le roi Enma ne dit pas choisissez jusqu'à 2, il dit choisissez 2. Et du coup, si vous ne pouvez pas aller jusqu'à 2, vous pouvez quand même le droit de faire
vous quand même le droit, selon les règles, de faire jusqu'à là où est-ce que vous pouvez. Du coup là, vu qu'il n'y en a qu'une seule, vous pouvez remettre seulement sa carte de combat, son unique carte de combat dans son deck, en dessous du deck. Cependant, en fait, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous devez faire attention quand vous jouez Shenron, quand vous jouez contre Shenron. S'il y a plus de 2 cartes de combat ou plus qui ne sont pas noires, il est obligé d'en remettre 2. Et il ne peut pas en choisir d'en mettre juste qu'une. Et c'est là la différence de choisissez 2 ou choisissez jusqu'à 2. Puisque du coup, s'il a le choix d'en remettre 2 ou plus, il est obligé d'en remettre 2. Par contre, s'il n'y a pas 2 ou plus, il peut en remettre qu'une seule. Et ensuite, la suite de l'effet, c'est du coup, si vous avez remis 2 cartes de combat adverses non noires en dessous du deck, vous piochez 1. Et il faut que vous ayez accompli la totalité des prérequis pour pouvoir piocher 1. Du coup, si vous remettez les 2 cartes de combat non noires en dessous du deck, vous piochez 1. Cependant, si votre adversaire n'a qu'une seule carte de combat non noire dans sa zone de dispersion, vous pouvez du coup la remettre en dessous du deck. Cependant, vous ne piochez pas, puisque vous n'avez pas accompli toutes les prérequis. Vous n'en avez pas remis 2, puisque vous n'en avez remis qu'une seule. J'espère que ça a été clair. Mais en tout cas, voilà. Roi Enma qui, du coup, peut vous permettre, face au deck Shenron, de contrôler sa zone de dispersion. Il existe un autre type de carte qui vous permet également de contrôler sa zone de dispersion. Une carte qui est souvent vue comme un contre à Janemba, mais qui a aussi des effets de contrôler la zone de dispersion adverse. Il s'agit de ces cartes qui sont sorties en BT7, c'est des communes. Il y en a une pour chaque couleur. Il y a du coup l'ancien du village en rouge, il y a un Goarsu en bleu, il y a un Tenshinhan en vert, il y a un Frost en jaune, qui ont tous le même effet et qui disent que quand vous effectuez une combo avec cette carte, c'est-à-dire que c'est une carte qui a une puissance de combo de 5000 et un coût de 0, du coup quand vous faites une combo avec cette carte, si votre leader est de la couleur de la carte, c'est-à-dire que si pour l'ancien du village, il faut que votre leader soit rouge, pour le Govasu, il faut que le leader soit bleu, etc. Si votre leader est du coup de la couleur de la carte, vous pouvez choisir une carte de votre main et la mettre en zone de dispersion. Et du coup, vous avez le choix entre déjà de 1. Le premier point, c'est que vous pouvez choisir 2 cartes de combat avec certaines prérequis et les remettre dans votre deck. Ça, c'est justement le point intéressant contre Janemba. Mais le deuxième point qui est lui intéressant du coup contre Shenron, c'est que au lieu de choisir du coup de remettre des cartes de combat dans votre deck à vous, vous pouvez choisir une carte de combat dans la zone de dispersion de votre adversaire et la retourner dans son deck. C'est-à-dire que vous pouvez simplement choisir une carte de combat adverse et là, peu importe la couleur, pas forcément qu'elle ne soit pas noire, vous pouvez choisir une carte de combat adverse dans la zone de dispersion de votre adversaire et la remettre dans son deck. Je vous l'accorde un peu moins fort que Enma, mais au final, Enma, vous devez le jouer pour 2, alors que ces cartes-là, il vous suffit de effectuer une combo gratuite avec elle. Mais bon, c'est des possibilités de contrer Shenron, c'est peut-être pas les meilleures, et honnêtement, j'en suis pas très convaincu non plus, mais je vous les présente quand même. Et le deuxième possibilité de contrôler l'adversaire, c'est de contrôler ses énergies. Et là, du coup, je vous parle du DND BT5 noir drop 1. Il y a du coup le Black Masked Saiyan, le Saiyan au masque noir, le Saiyan masqué, excusez-moi, qui est sorti, c'était la Gift Box, je crois que c'est l'appelait. En tout cas, c'était l'extension 03. Du coup, c'était un drop 3 noir. Et il existe aussi une troisième carte qui est du coup un Piccolo bleu drop 2 de la TB2. Et en gros, ces cartes ont pour effet de détruire une énergie adverse. C'est-à-dire que le DND, vous allez le jouer pour 1. Vous allez piocher une carte et du coup, il a un effet pour 2. Vous placez votre DND devant une zone de dispersion et vous détruisez une carte adverse si celui-ci a joué des cartes via des effets. Il y a le Saiyan masqué du coup qui a comme déjà, c'est un espace-temps 3 qui coûte 1. Cependant, vous pouvez aussi le hardcast pour 3. Et il a une activation principale qui dit que une fois par tour, si au début de votre tour, et ça c'est très attention, le Saiyan masqué, dans son effet, il fait illusion au nombre d'énergie au début de votre tour après après que vous ayez mis une énergie
une carte en énergie, et vous êtes obligé de le faire, sinon son effet ne proc pas. Si votre adversaire a plus d'énergie que vous, quand vous faites son effet, vous pouvez choisir une carte d'énergie adverse et la mettre dans sa zone de dispersion. C'est important vraiment le fait que le contrôle se fasse au début de votre tour, après que vous ayez mis une carte en énergie, parce qu'imaginons du coup, votre adversaire a 5 énergies. Vous allez, on va dire, pour faire simple, on va dire qu'il en a 6. Ça simplifie un peu l'exemple. Imaginons on a 6. Vous en avez 4, du coup, au début de votre tour, vous allez mettre une carte énergie pour passer à 5. À ce moment-là, du coup, se fait le contrôle et votre adversaire a du coup plus de cartes en énergie que vous. À ce moment-là, vous avez un DD sur le board. Vous allez faire du coup l'effet de votre DD et vous allez détruire une carte énergie adverse. Et du coup, votre adversaire va passer à 5 énergies et vous aussi. Et à ce moment-là, vous pouvez quand même hardcast un Black Masked Saiyan pour toi et faire son effet, même si vous êtes à égalité d'énergie, simplement par le fait que au début, le contrôle des énergies se fait vraiment au début de votre tour. Du coup, au début de votre tour, après que vous avez mis une carte en énergie, votre adversaire avait plus d'énergie que vous, et du coup, même si là vous avez déjà détruit une énergie avec votre TND, vous pouvez quand même faire son effet et du coup le passer à 4. Du coup, voilà, c'est simplement un exemple pour vous illustrer l'importance du timing. Et le Piccolo après c'est un drop 2 qui a barrière, c'est pas vraiment intéressant, qui coûte 10, qui a une puissance de 10, excusez-moi, et qui coûte du coup d'énergie, comme je l'ai déjà dit. Et lui, son effet se fait quand vous jouez la carte, et son effet est similaire, est exactement le même, je crois même, que le Black Masked Saiyan, qui du coup dit que si vous avez placé une carte en énergie ce tour-ci, et que à ce moment-là vous avez moins d'énergie que votre adversaire, vous pouvez du coup, quand vous jouez cette carte, détruire une de ses énergies. Du coup, voilà, ça c'est vraiment les 3 cartes qui vont pouvoir vous servir à contrôler les énergies adverses. Et c'est vraiment ces 2 types de cartes, du coup, celles qui vont contrôler la zone de dispersion adverse et qui contrôler les énergies adverses, qui vont peut-être vous servir aussi à gérer Shenron. Je vous dis honnêtement, à mes yeux, ce plan de jeu-là est beaucoup moins viable que les autres. C'est sûr que si vous avez le droit, si vous avez la possibilité, juste essayez d'agresser le leader adverse. N'essayez pas d'aller chercher ses énergies, puisque il pourra, un joueur Shenron ou Polonga Ramp va toujours pouvoir construire ses énergies plus vite que vous n'allez les détruire. C'est-à-dire que même si pendant votre tour vous arrivez à lui péter une énergie, lui pendant son tour il va en mettre 2. Du coup, à force, vous serez simplement perdant, et vous allez investir vos énergies pour quelque chose qui ne va pas vous faire gagner simplement. Et du coup, moi je pense honnêtement que pour gérer le match-up Shenron, c'est toujours mieux de juste faire quelque chose pendant votre tour. N'essayez pas de contrer le deck, mais juste essayez de l'agresser. Essayez de l'agresser si vous le pouvez. Maintenant, le seul point où ces cartes peuvent être intéressantes, c'est, je pense, en match-up Mirror notamment. Un King, un Roi Elma peut être très intéressant en match-up Mirror, parce que du coup, vous allez pouvoir le jouer pour 2. Ça va pas vous coder beaucoup, et même vous pouvez le jouer avec votre Shenron Drop 4. Votre Shenron Drop 4 qui choisit du coup une battle de 2 ou moins dans votre zone de dispersion et la joue. Vous allez pouvoir du coup jouer ainsi tout le temps votre roi Enma, et vous allez empêcher votre adversaire d'avoir des cartes dans sa zone de dispersion. De même pour notamment le Piccolo. Le Piccolo, lui aussi, vous pouvez le chercher avec votre Shenron, et du coup, si vous réussissez à le cycler assez bien, vous allez pouvoir contrôler ces énergies adverses sans que ça vous coûte beaucoup d'énergie, parce que vous en avez énormément quand vous jouez Shenron. Et du coup, si vous arrivez à affilier contrôle des zones de dispersion adverse, contrôle des énergies adverses et rampe personnelle, ça peut clairement vous créer un avantage en mirror. Mais du coup, voilà. Je pense que c'est quand même important de vous le dire que honnêtement, toutes ces possibilités, elles sont là, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de contrer Shenron. Je voulais quand même vous les donner, et je pense que c'était important de revenir dessus. Mais du coup, voilà. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire, et je pense que c'est le moment de clore cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Semaine prochaine, je peux vous dire l'outil. Semaine prochaine, on va faire, je sais pas encore si ce sera moi ou Alain, je pense que ce sera probablement moi. On va faire une vidéo sur le deck U6.
le deck U6. On va parler notamment du leader Kaba et du leader Broly, des petites différences entre les deux et des pourquoi certains joueurs peuvent préfèrent jouer l'un ou l'autre. Mais du coup voilà, semaine prochaine, samedi, si on aura le temps, euh, on vous sortira du coup la vidéo sur U6. Du coup, moi je vous laisse sur ça. Moi je vous dis à la semaine prochaine du coup pour cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette outro commence à être beaucoup trop longue. Et moi je vous dis du coup à plus tout le monde. Ciao ciao.